Listen to them, the children of the night. What music they make. Bon, eh ben, bien le bonjour à tous et à toutes pour cette deuxième journée du Salon du Vampire. Première table ronde, on est dimanche matin, ça se sent un petit peu, hein, au niveau fatigue. Alors, cette table ronde consacrée au retour du vampire à l'époque victorienne, avec pas mal d'invités autour de cette table. Donc, on va se passer la balle un petit peu pour vous les présenter, et c'est Jonathan qui va démarrer. Je vais essayer de parler dans le micro, même si vous m'entendez quand même. Donc notre premier invité, notre premier auteur, nous vient tout droit d'Angleterre, Kim Newman, écrivain prolifique, qu'on n'a plus besoin normalement de vous présenter, est également journaliste et spécialiste du cinéma fantastique. Il est évidemment l'auteur de la série Anno Dracula, publiée à partir de 1992 et qui est rééditée en France depuis 2012 aux éditions Brajlon. Anno Dracula a été récompensé de plusieurs prix, dont notamment l'International Horror Guild Award en 1994. Il est également l'auteur du formidable Moriarty, le chien des d'Uberville, paru en France en 2015, toujours chez Brajlon, et que je vous conseille chaudement. Eh bien, pour ma part, je présenterai donc Vincent Tassi, juste ici. Alors, il a beaucoup de casquettes, Vincent Tassi. Alors, journaliste, professeur, enfin, donc pas là du coup, mais journaliste, professeur, romancier, on peut citer donc Apostasie, par exemple votre premier roman, si je ne dis pas de bêtises, et vous êtes surtout connu aussi pour pas mal de nouvelles publiées ces dernières années. On peut citer par exemple Madame Edwarda, qui, si je ne dis pas de bêtises, a reçu le prix Merlin en 2012, si je continue à avoir correctement mémorisé mes fiches. 2012-2013. Voilà, 2012-2013, donc allez jeter un œil. Je conseille également, à titre tout à fait personnel, Melvina Moonlore, parce qu'il y a une poupée méchante dedans, et les poupées méchantes, c'est quand même trop la classe, comme chacun sait. Donc voilà, et donc on passe à notre note de liste. Voilà. On passe à notre troisième auteur, qui a également aussi beaucoup de casquettes, même s'il ne les a pas mis ce matin. Alain Pozzoli donc, est un auteur, scénariste, parolier, essayiste, particulièrement reconnu donc, pour son travail autour du roman Dracula et de Bram Stoker. Il a publié une biographie de Stoker en 89, qu'il a revue et augmentée en 2012 sous le titre de Bram Stoker dans l'ombre de Dracula, donc en 2012 pour le centenaire de la mort de l'auteur. Il a dirigé de nombreuses anthologies consacrées à Stoker, écrit un livre de recettes inspiré par le mythe du vampire, c'est bon à savoir pour le dimanche midi. Il a également scénarisé 2 documentaires avec Jean-Michel Ropers, le premier sur Dublin, le second sur la ville de Whitby. On est donc très heureux d'avoir parmi nous Alain Pozzoli, qui est sans conteste le biographe français incontestable de Bram Stoker. Et j'avoue que je lirai avec grande attention le livre de recettes en question. C'est quand même assez la classe. Alors, on va commencer avec une question, somme toute, assez classique, mais nécessaire pour se mettre dans le bain, nous 200, qui va permettre, celle-ci, elle est faite au moins, et qui va permettre d'aborder notre sujet tous ensemble déjà, pour qu'ils puissent tous répondre chacun leur tour avec leur propre vision du mythe du vampire. Donc, qu'est-ce qui peut pousser, messieurs, l'auteur moderne à écrire finalement sur ce très très ancien mythe du vampire? Moi je pense que le mythe du vampire c'est un mythe éternel, donc il peut être transposé à n'importe quelle époque, pratiquement dans n'importe quel lieu. Et je pense que c'est pour ça qu'un auteur d'aujourd'hui peut être toujours inspiré par le thème. Parce que tout le monde peut s'y retrouver, le vampire c'est l'autre, mais c'est nous aussi. Donc il y a des tas de choses à raconter, des choses de l'ordre général comme de l'intime. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une telle profusion de romans et de films sur le vampire, parce que le vampire est en nous tout le temps. Je ne pourrais pas mieux dire. Yeah, sure. It's a big theme. It's a theme with many meanings. It can be used for, there are many metaphorical reasons, but it's also kind of just fun. There's an element to it that's sort of associated with pulp and adventure and romance and terror and all the cool things. And I think that, certainly in my work, I've always felt that maybe that is how the world works. Maybe we are at the beck and call of vast conspiracies and
magical, strange things go on. It's not all good, but most of it is interesting. Donc oui, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de significations et de métaphores qu'on peut trouver dans le mythe du vampire, mais si personnellement j'écris sur ce mythe, c'est principalement parce qu'il est drôle. Et en fait, pour moi, il est très très associé au pulp, à l'aventure, à l'horreur et à la romance. Et je me suis toujours dit que le monde des vampires ressemblait à notre monde, qu'on voyait le monde fonctionner avec des vampires. Et puis tout ce qui est conspiration, choses secrètes, magie, c'est toujours très intéressant, on a toujours envie de le découvrir. Merci donc pour ces réponses, quelquefois brèves, quelquefois plus longues. Je vais passer donc à notre deuxième question qui s'adresse directement cette fois-ci à Kim Newman. Ma question donc, personnellement, je m'interroge, quand j'ai lu vos livres, je me suis interrogé sur la place de l'auteur moderne dans un roman se situant à l'époque victorienne. Lorsque John Fowles écrivait La femme du lieutenant français, qui est un formidable roman historique postmoderne se déroulant en Angleterre au XIXe siècle, je vous le recommande aussi très chaudement. Donc Fowles s'était laissé comme note qu'il ne devait pas écrire un roman que les Victoriens ont oublié d'écrire, mais qu'ils ont échoué à écrire. Le roman donc doit être pertinent pour le lecteur moderne. Il doit apporter une perspective nouvelle sur l'ère victorienne. Donc, comment vous vous situez en tant qu'auteur moderne, donc lorsque vous devez projeter votre voix à l'époque victorienne? Well, certainly, actually, nobody ever mentions it, but The French Lieutenant's Woman is one of those books that fed into what I was doing. It's a book I studied at university. Yeah, I think the point you make about books that could have been written then, that's pastiche, isn't it? It's where you try and completely evoke a period of the past, which can be interesting and there can be reasons for doing it, but it's not particularly what interests me. I tend to look to various eras of the past and to see what they reflect about what's going on now or in the recent past. I think the same is true of science fiction. I think most futuristic visions are rooted in the times of the writer, and yet some have a universal appeal or application. Donc effectivement, c'est très intéressant ce que vous dites sur la femme du lieutenant français. D'ailleurs, je l'ai étudié à l'université. Et donc ce pastiche, donc l'évocation, les livres qui auraient pu être écrits à l'époque, créer ce genre de contenu, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas vraiment ce qui me parle, moi. Je vais chercher dans des ères passées, dans des époques passées, parce que ce sont des reflets d'aujourd'hui, et je pense que c'est aussi vrai de la science-fiction. La vue de la technologie et des paradigmes de science-fiction sont enracinés dans le moment dans lequel ils sont écrits. Pour moi, la question serait adressée maintenant à Vincent Tassi plus particulièrement, puisque dans vos nouvelles, qui sont résolument, parfois assez trash, un petit peu versées dans quelque chose d'assez onirique, d'assez transsexuel, ce que je voudrais savoir, c'est quelle place faites-vous à justement l'érotisme dans votre manière d'écrire? Alors, la place de l'érotisme, alors je pense que l'érotisme dans la littérature de manière générale, et moi c'est quelque chose que j'ai particulièrement pu comprendre en lisant Sade et en lisant aussi Georges Bataille, c'est souvent une sorte d'expérience cosmique qui permet de transcender en fait sa condition et d'aller vers un au-delà. Alors je ne suis pas du tout un spécialiste de ces machins comme le tantrisme ou je sais pas quoi, mais en tout cas la présence de l'érotisme dans mes textes, elle s'explique par le fait que c'est souvent un voyage dans l'intérieur en fait. Et les paysages d'ailleurs vont souvent être liés à une relation charnelle. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est des lieux comme les forêts ou les ruelles qui peuvent métaphoriser en fait la perte totale de contrôle de soi, l'absence de contrôle qu'on a quand on s'abandonne à quelqu'un par exemple.
c'est quelque chose qui est de l'ordre du pulsionnel, de l'instinct, et c'est pour ça aussi que c'est très lié au vampire, je pense. L'érotisme et le vampirisme, c'est ça le point commun en fait, je crois. Je vais continuer sur cette thématique-là, toujours avec vous, Vincent Tassi. Peut-être pour faire le lien avec ma précédente question, justement sur la place de l'auteur moderne à l'époque victorienne. Melvin Mundler, je crois que se passe à l'époque victorienne, si je ne me trompe pas. Du coup, vous nous avez un peu expliqué donc, votre rapport avec cet érotisme, ce voyage intérieur, mais en fait, je me disais que quand Bram Stoker finalement a écrit Dracula, l'érotisme de Dracula est un peu aussi en réaction avec la morale et les mœurs victoriennes très rigides et pleines de faux semblants et très hypocrites parfois. Et donc ça répondait à ça. Quand la Hammer derrière a renoué avec le mythe du vampire, avec les adaptations cinématographiques, on a eu aussi quelque chose qui est un Dracula très érotisé avec Christopher Lee, qui répondait aussi aux mœurs de l'Angleterre post-guerre et de la liberté sexuelle du début des années 60. Donc, vous, écrivant aujourd'hui, avec des thèmes les thèmes que vous avez pu traiter dans Melvin Mundler, dans Mademoiselle Edwarda, comment vous vous situez justement par rapport à cet érotisme, la place de l'érotisme dans ces mythes-là aujourd'hui? C'est une question qui m'intéresse parce que justement à l'époque victorienne, tous les chercheurs qui se sont penchés sur la question ont trouvé que, je pense en particulier à Estelle Valls de Gomis dans sa thèse Le Vampire, elle développe l'idée que le vampire, le développement du vampire dans la littérature victorienne, c'est le cas de Carmilla, c'est le cas de Dracula, qui sont tous les deux des œuvres fondatrices et qui ont été écrites à l'époque victorienne. Bon, c'est en Irlande, c'est pas en Angleterre, mais bon voilà. C'est une manière en fait de détourner, d'oser aborder des thématiques sulfureuses qui n'ont pas droit de citer en fait socialement, puisque c'est une époque puritaine et ça, à mon avis, c'est incontestable. Alors, moi, aujourd'hui, justement, je pense pas que j'emploie l'érotisme dans ce que je fais de manière très frontale, parce que on est à une époque justement où il y a moins d'interdits et où la question de la sexualité, de l'érotisme est beaucoup moins compliquée, beaucoup moins délicate à aborder dans la fiction. Et justement, si le vampire permet d'évoquer des tabous, ça peut être aussi intéressant d'exploiter le vampire comme une manière de crypter des choses qui ne le sont plus, en fait. Et de redonner du rêve et de l'enchantement à des choses qui sont complètement étalées et qui ont été défaites de tout merveilleux, en fait. Voilà. Donc moi, je dirais que c'est ça. Je peux me permettre d'intervenir juste pour dire que pour moi, ça me paraît évident que vampirisme et érotisme vont ensemble. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Le vampire, c'est un, comment dire, je trouve le mot, mais c'est un... On ne peut parler de vampirisme qu'en parlant d'érotisme. Tu parlais de Stoker tout à l'heure. Stoker a écrit Dracula justement parce que c'était un exutoire, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est un exutoire à sa vie. Stoker a vécu une vie très compliquée, très contradictoire, et il s'est libéré de toutes ces contraintes en écrivant Dracula. Et ça, c'est évident, ça se lit, il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour le voir. Et toutes les histoires de vampires tournent autour de ça. Le vampirisme, c'est la sexualité, toutes les sexualités. Donc on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Du coup, vous avez commencé à répondre à la question suivante, ce qui est en soi une très bonne chose. S'il y a quelque chose qui traverse justement l'imaginaire du vampire, alors l'érotisme, oui évidemment, mais il y en a un qu'on ne peut pas ne pas citer quasiment aujourd'hui, c'est bien sûr Dracula, et un être humain, je dirais, qu'on ne peut pas ne pas citer dans l'histoire du vampirisme et d'écriture sur les vampires, c'est bien sûr Stoker, un homme sur lequel vous avez donc beaucoup écrit. Et la question qu'on peut se poser à Napoli, c'est le mythe de Dracula versus le mythe de Stoker. Parce qu'on a beaucoup écrit sur le mythe de Dracula, on a fait des suites à Dracula, on peut finir, des ajouts, voilà, c'est la littérature concernant Dracula est immense, mais j'ai envie de dire que Stoker lui-même a fait l'objet d'un mythe. On peut penser au fait que, par exemple, Kim Newman le rappelle dans son propre écrit de l'anneau Dracula. Stoker est un personnage à part entière. Donc, comment est-ce que vous définiriez le mythe qui baigne à la fois Dracula et à la fois, j'ai envie de dire, l'homme de Dracula par excellence, qui est Bram Stoker?
Moi, je pense qu'il y a une chose qui est évidente, c'est que le mythe de Stoker a toujours été étouffé par celui de Dracula. Ce que je développe justement dans la bio, là, c'est que Stoker a toujours été l'homme de l'ombre dans sa vie comme dans son art finalement. Parce que dans sa vie, il a toujours vécu derrière Henry Irving, qui était sa référence suprême, qui était son ami et son employeur. Et finalement, quand il a pu briller grâce à son travail, à son roman, l'éclat que ça a eu a été tel que lui, il a été complètement noyé derrière le succès foudroyant de Dracula. Jusqu'à ces récentes années, disons il y a peut-être encore 20 ans, personne ne savait qui était Stoker. Il y avait très très peu de gens qui savaient qui il était, ce qu'il avait fait. Et donc Stoker a toujours vécu dans cette ambivalence, c'est qu'il existait, mais finalement, la seule chose qui comptait, c'était Dracula, à tel point que même son œuvre autre que Dracula était inconnue de tout le monde. Pour des milliers de gens, Stoker a annoncé Dracula, mais on ne sait pas ce qu'il a écrit autour de ça. Donc c'est un mythe contre l'autre, effectivement. Il a été vampirisé par sa propre... Ah mais totalement, toute sa vie, il a été vampirisé par les autres, et après par sa propre œuvre. Est-ce qu'il y a des réactions à ça pour Jonathan? Yeah, sure. Yesterday I rattled off a list of pop culture franchises, phenomena that come from a very limited point of history. One thing I didn't talk about, which Alain just touched on, is that all of them tend to have their own creation myths. Going back a bit in time, there's the story of how Frankenstein came to be written. Everybody now knows that story. There's the story of how Dr. Jekyll and Mr. Hyde came to be written and was then burned and then rewritten. Stoker told several versions of how he came to write Dracula, all in a sort of self-deprecating way. They all sort of minimize the enormous amount of hard work and research that had to go into writing a book like that, which is fair enough. Authors tend to brush that stuff off, knowing that readers, on the whole, are rather bored by it. There's the myth of how Sherlock Holmes came to be. And the thing is, all of these are myths. They all aren't strictly true when you go back and dig into them. But I'm now interested in the processes whereby we need an origin story for our stories. We need to think that there's some deep, dark biographical secret, or there's some unusual circumstance, like the ghost storytelling contest that Mary Shelley and Polidori and Byron and all those people were in, which she may well have made up 20 years later, or severely distorted, because there are only 2 surviving accounts of it, and they're both weirdly contradictory. But and bringing it sort of up to date is, I'd hate to think there was a creation myth for anything I wrote. You know, it's like I know why I wrote almost everything I've written. And the process actually in some ways is rather dull. It's you have an idea, you go away, you do some work, you think, yeah, this probably will work as a novel. You go away and read a lot of stuff, and maybe if you're really devoted, you travel to a location and wander around a bit. When I wrote Anno Dracula, I lived 4 tube stops away from Whitechapel and I never went there. I was too busy writing the book. Anyway, that's a screed. Donc, bon, désolé, je vais vous parler un petit peu d'autres franchises, donc de pop culture connues. Mais en fait, toutes ces Frankenstein ou Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ils ont tout un mythe de création. Donc, par exemple, Frankenstein, on a ce concours d'écriture d'histoire de fantômes au bord du lac de Genève. Pour Jekyll et Mr. Hyde, on a ce manuscrit qui a brûlé, qui a été réécrit. Et pour Dracula, il y a aussi quelques histoires racontées par Stoker de la création de Dracula. Et souvent, elles minimisent le travail que Bram Stoker a fourni pour créer cette œuvre. Et c'est souvent le cas, d'ailleurs, les auteurs déprécient souvent ces histoires. Et on peut encore parler du mythe de la création de Sherlock Holmes et du corpus holmésien. Et ces histoires sont des mythes et elles ne sont pas nécessairement vraies. Et je suis intéressé par les processus qui sont derrière ça. Et en fait, on a l'impression que la création a besoin
d'une histoire, qu'on a besoin de créer des histoires autour de la création. L'histoire de la création de Frankenstein, avec ce concours d'écriture entre Polidori, Byron et Mary Shelley, ça aurait très bien pu être inventé 20 ans plus tard. D'ailleurs, il ne reste que 2 traces de témoignages qui sont bizarrement contradictoires. Et personnellement, je n'aime pas vraiment les mythes de création. Pour moi, c'est plutôt ennuyeux. Et vous savez, un auteur, il fait des recherches, et puis il a une idée, et puis après il va travailler, il va faire des recherches, il va écrire. Par exemple, quand j'écrivais Anno Dracula, j'habitais à 4 arrêts de métro de Whitechapel. Et j'y suis jamais allé parce que j'étais trop occupé à écrire le livre. On enchaîne donc. Donc ma prochaine question s'adressera cette fois-ci directement à Kim Newman et Alain Pozzoli. Je me demandais ce qu'on peut dire finalement de l'autre suite à Dracula, écrite par Bram Stoker, donc l'arrière-petit-neveu de Bram Stoker. Une suite qui n'en est pas finalement une, dans le sens où, comme Leslie Klinger faisait remarquer dans sa critique du roman pour le LA Times, aucun auteur digne de ce nom ne permettrait qu'une suite soit publiée en prétendant que le roman d'origine fasse fausse route. J'aimerais donc avoir votre avis sur le sujet, puisque Kim Newman, vous avez également proposé des suites alternatives au Dracula original, et Alain Pozzoli qui pourrait peut-être nous éclairer sur ce qu'aurait pu penser Bram Stoker de cette suite dont le but était plus ou moins ouvertement de réassocier commercialement le nom Stoker à la licence Dracula. Effectivement, je pense que le problème se serait posé que Stoker n'aurait pas apprécié qu'on réutilise son œuvre avec des buts commerciaux. Et je pense que, comme vous tous certainement, je l'ai lu évidemment, et je trouve que on est parti un petit peu dans les excès au niveau de ce livre, parce que soit on disait que c'était excellent, soit on disait que c'était une daube. Et en fait, pour moi, c'est un roman de gare. Il a utilisé les codes qu'avait utilisé Stoker, en les amoindrissant comme chaque fois qu'on réutilise une histoire déjà écrite par quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est même plus un roman de vampire, c'est presque pas un roman fantastique, c'est simplement une ressucée de quelque chose qui a été et qui reste un chef-d'œuvre. Et on le sait bien, les chefs-d'œuvre, on ne peut pas y toucher, c'est du bronze, ça ne touche pas. Et quoi qu'on fasse autour, on n'arrivera jamais à les égaler. Donc je pense que Stoker n'aurait pas apprécié particulièrement l'opération. Obviously, this is a question I have pondered at various points. And looking at Stoker's work, he himself drew a lot on Sheridan Le Fanu. Jewel of the Seven Stars, the Mummy book he wrote, draws a lot on other works in that field. So I think he understood the process whereby stories build on each other. Mrs. Stoker, however, would have been furious and would have wanted money, which seemed to be the major passion of her life, being furious and wanting money. As for the various sequels to Dracula, obviously when I was writing my book, I went and looked at all the others, and I have sort of kept up. And there are some really interesting books in there. I don't think The Undead is one of them. I get the impression that started as a film treatment for a sequel to Francis Coppola's Dracula rather than Bram Stoker's book. It seems to build on that version of the story. But otherwise, it's rather a negligible work. Donc bien entendu, je me suis posé cette question en ayant écrit ce que j'ai écrit. Donc en fait, Stoker, il comprenait très bien ce processus, je pense. Il avait lu et il s'inspirait d'autres livres comme ceux de Sheridan Le Fanu, donc Carmilla. Il y avait aussi La Momie, qui restait une très grande influence pour lui. Et il comprenait que les histoires s'empilent et se nourrissent les unes les autres. Alors que peut-être que Madame Stoker, elle aurait été furieuse, parce qu'elle avait la passion pour l'argent, elle aurait sûrement demandé de l'argent, et elle avait coutume de s'énerver pour récupérer de l'argent. Et en fait, cette œuvre-là, cette suite à Dracula, en fait, je pense qu'elle est plutôt une suite au Dracula de Coppola, plutôt qu'une suite au Dracula de Bram Stoker. Et je pense que c'est comme ça qu'elle a commencé.
Merci. Donc, juste un peu pour revenir là-dessus, la référence à la femme de Bram Stoker. Alain, vous êtes d'accord aussi sur ce point? Moi, il me semblait qu'elle aurait peut-être été plutôt contente de voir le nom Stoker associé à quelque chose qui rapporterait de l'argent à la famille. D'un point de vue financier, elle aurait été contente, certainement. Je pense qu'effectivement, Kim a raison, elle aurait peut-être été plus satisfaite que Stoker. Mais je pense que, dans l'esprit qui l'animait, me semble-t-il, à l'époque, pour elle, ce qui importait, c'est que l'œuvre de son mari perdure. C'est pour ça qu'elle a voulu faire des publications posthumes. Donc peut-être effectivement que l'opération en question l'aurait satisfaite. Donc, du coup, merci beaucoup pour cette plongée dans l'univers de Stoker, qui a probablement été éclairante pour la plupart d'entre nous, qui n'auraient pas bien connu le personnage dans son côté le moins exploré, sans doute. Du coup, j'ai envie de... quittons un peu Stoker du coup à présent, pour en revenir avec Vincent Tassi à une thématique qui traverse quand même votre œuvre, ou au moins vos nouvelles, et particulièrement une d'elles que vous savez que j'ai appréciée, qui est Malvina. Donc on a parlé d'érotisme, oui, mais il y a quelque chose aussi qui vous a apparemment, vous avez eu à cœur de traiter cette thématique-là, c'est le steampunk. Et le steampunk semble particulièrement bien s'adapter à ce vampire ou ce vampirisme, puisque là ce serait plutôt du vampirisme psychique pour Malvina, en plus du vampirisme plus classique. Voilà, pourquoi, comment avez-vous traité du steampunk dans cette écriture-là, et en quoi ça vous a influencé dans cet univers de rouage et autres poupées? C'est une question intéressante parce que pour y répondre, il faut se demander pourquoi le steampunk attire et pourquoi le vampire s'inscrit naturellement dans un univers steampunk, semble en tout cas aujourd'hui s'inscrire naturellement dans un univers steampunk. Je dirais que on a tous été marqués par Dracula en particulier, par Carmilla, qui sont des textes victoriens. Et évidemment, c'est surtout Dracula qui se passe dans cet univers victorien très marqué. On a tous en plus en tête le film de Coppola. Et si aujourd'hui le vampire revient dans l'époque victorienne, c'est justement parce que pour nous, c'est un peu son habitat naturel. Le vampire, c'est aussi un personnage qui nous parle du monde dans lequel on vit, et l'époque victorienne, c'est le monde de l'industrialisation. Alors je ne suis pas du tout un spécialiste de l'époque victorienne, mais c'est un monde d'industrie, un monde en construction, et peut-être que si aujourd'hui on retrouve ce vampire dans cet univers victorien, c'est parce qu'on a peut-être la sensation d'être nous aussi dans un monde en construction. Et le fait d'inscrire ce vampire qui, on l'a dit tant de fois, est le reflet de nous-mêmes, le fait d'inscrire ce reflet de nous-mêmes dans une époque qui serait le reflet, mais dans une version plus fantaisiste, plus rigolote, plus attendrissante, un peu magique, je pense que c'est pour ça. Et moi, j'ai eu envie d'écrire l'histoire de cette poupée remplie de rouages et qui semble vivre grâce au sang, parce que j'avais envie de m'amuser et que l'époque victorienne de fantaisie, ça nous permet de nous amuser, à nous qui écrivons des pulps. Voilà. On retrouve aussi l'imaginaire de la machine, lié au steampunk, la machine qui certes s'use, mais elle s'use peut-être moins que les humains, une machine beaucoup moins soutenue, et il y a une espèce d'éternité du rouage et de la machine que je trouve intéressant. Et en plus, là, vous l'avez relié avec justement l'immortalité recherchée aussi bien par Malvina que par le personnage. Du coup, en plus de l'érotisme, il y a aussi de l'amour, un amour désespéré, je dirais, quasiment du Pygmalion. Ça m'a fait un petit peu penser au mythe de Pygmalion. Est-ce que d'ailleurs ce mythe-là vous a inspiré aussi Oui, je pense, parce que le fait de créer quelque chose et d'en tomber amoureux, évidemment, ça m'a inspiré. Et à mon avis, c'est des histoires les plus inspirantes qui soient pour quelqu'un qui crée des histoires.
Moi, j'aimerais bien demander à Kim Newman si il considère que son livre s'inscrit parfaitement dans le steampunk. Et pourquoi est-ce que le steampunk l'attire? Technically, probably not, because I think it first came out in 1992. I'm trying to remember. I know James Blaylock had published steampunk type books by then, and K.W. Jeter and Tim Powers. But I'm not sure if I'd actually even heard the term. I would have recognized vaguely what it meant. And I don't think so. I think steampunk has a kind of nostalgic edge, which wasn't part of my original brief. I'm sort of interested in it. The book I've just got out in Britain, which is called Angels of Music, and is set in France, has automata in it. And in fact, it has Olympia from Tales of Hoffmann, and also Liza Doolittle from Pygmalion, because that was the connection I made as well. And so I do find that that's an interesting approach. I think I'm slightly more drawn to the less pretty version of the Victorian era. Donc probablement pas, parce que j'ai écrit Anno Dracula en 1992 et à l'époque je n'avais pas entendu le terme de steampunk. Alors effectivement il y en avait un petit peu, il y avait Jeter, Tim Powers qui en faisaient, mais je n'avais pas entendu le terme, alors j'aurais probablement reconnu vaguement ce que c'était. Bon, je pense que le steampunk a ce côté un petit peu nostalgique que je n'ai pas. J'ai écrit un livre qui vient de paraître en Angleterre qui s'appelle Angels of Music, les anges de la musique, et qui a des automates. Et effectivement, j'ai été inspiré par le mythe de Pygmalion, par le personnage d'Olympie de Hoffmann. Et en fait, je trouve... Non, d'Offenbach. Offenbach. Yeah. Offenbach, effectivement. Offenbach, pas Hoffmann, but yeah. C'est intéressant, mais je suis plus attiré par une version moins jolie du passé, de l'époque victorienne. Yeah. I find it interesting that I come here and everybody's saying Victorian era rather than Belle Epoque or Third Republic, because it was obviously different in and hey, there are French vampire stories in the 19th century as well, Paul Faval and Théophile Gautier, all that kind of stuff. Has that been sort of forgotten or swept under the eclipsed by Anglo-Irish writings? Donc c'est intéressant qu'on parle de l'époque victorienne aujourd'hui et ici, plutôt que de vampires dans la Troisième République. Il y a des vampires français aussi, Théophile Gautier, etc. Et peut-être que les vampires français ont été éclipsés par l'écriture anglo-irlandaise. Oui, c'est certain que les vampires français ont été complètement éclipsés par les Anglais, parce que même aujourd'hui, si on demande dans la rue à quelqu'un de citer une histoire de vampire de la littérature française, je pense pas qu'on trouve beaucoup de monde pour répondre à la question. Mais c'est vrai qu'on a vu aussi des vampires dans notre littérature, malheureusement. C'est la partie congrue du sujet, parce qu'on ne connaît que les autres, mais à juste titre, parce que pour la plupart, c'est des chefs-d'œuvre, les romans anglo-saxons. On est bien obligé de s'incliner. So they're just not as good. Peut-être que le cinéma a aussi beaucoup joué là-dedans, non, sur le fait qu'en France, on se souvient plus des vampires anglo-saxons que des vampires. Forcément, puisque les grands succès littéraires ont été adaptés systématiquement au cinéma, donc ça a eu un retentissement d'autant plus important. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'adaptations au cinéma des œuvres françaises vampiriques. Oh, il y en a eu sans doute, enfin je ne les ai pas en tête, mais je ne pense pas qu'il y en a eu vraiment beaucoup. Ou alors il y a eu parfois des adaptations télévisées dans les années 60, mais ce n'est pas des choses qui ont vraiment marqué. Donc, There's a French TV version of La Poupée Sanglante. Oui, effectivement, dans les années 70, de Gaston Leroux, oui. Yeah, which is kind of a vampire versus Frankenstein story. Ouais, yeah. Mais ça n'a pas vraiment marqué les foules comme les films de cinéma, évidemment. Est-ce qu'on pourrait pas penser qu'on aurait une patte anglaise, un style anglais, une mentalité anglaise, je ne sais pas, qui serait très propice aux vampires, dans une histoire d'Angleterre qui serait particulièrement
particulièrement adapté au mythe du vampire? C'est une grosse question. Yeah. Yes, that certainly seems to be the case. That, as with a lot of these sort of big Gothic myths, they are, yeah, I don't know, German or Eastern European or stories that get fed through, British forms. And even before Dracula, Varney the Vampire and Polidori's The Vampire take European stories. Varney and Ruven are interesting in that they are both actual British vampires as opposed to Dracula, who isn't, or Carmilla, who's Austrian. I think Ruven is supposed to be Scots, but anyway, they are. The idea there is that I suppose it's going against what was even then the stereotype of the, unemotional milk and water sort of decent chap type Britain, where you have these characters like Ruven and Varney, who I suppose they're very much informed by Lord Byron and other sort of dandies or predatory men or troublemakers at the time. And it always strikes me as strange that we owe the figure of the vampire in literature to basically somebody trying to be funny about his boss, to Lord Polidori caricaturing Byron as a vampire in the way that I remember people used to do political cartoons of Margaret Thatcher as a vampire. It's supposed to be a joke, and yet the style was so instantly appealing that it took off, and the joke kind of got lost. The Vampire is actually a very witty little story, but all the subsequent adaptations, including several full-length sequels, one by Alexander Dumas, strip away the satire and sort of go for the full-on Gothic romantic blood and thunder melodrama. I like to think that I've put some of the satire back. Donc oui, je pense qu'on peut parler de cette patte. Il y a des mythes allemands, des mythes est-européens sur le vampire, mais en fait, on les a émulés. Et si on regarde les premiers vampires anglais, c'est les vampires de Polidori, le Penny Dreadful, Varney the Vampire, et ces vampires, ils sont britanniques, ils sont anglais, et je pense que Riven était écossais. Mais par contre, Dracula et Carmilla de Sheridan Le Fanu, ce sont des vampires qui viennent d'Europe de l'Est. Et en fait, je pense que on a un certain stéréotype du bon travailleur anglais qui veut voir les dandies, et par exemple dans le vampire de Polidori, il caricature Byron, le poète Byron, en tant que vampire. Et du coup, c'est une blague, c'est quelque chose qui parle à la populace anglaise. Et c'est étrange qu'on doive cette figure du vampire, cette figure un peu sérieuse du vampire, à des blagues. Et même, je me souviens, dans les années 80-90, on voyait des caricatures de Thatcher de Margaret Thatcher en tant que vampire. Et je pense que le style a marqué, a fait mouche tout de suite. Et en fait, la blague s'est perdue, mais le reste est resté. Et on a des suites à tout ça, avec par exemple des suites par Dumas, et on a des récits beaucoup plus gothiques, romantiques, avec des éclairs, du sang et de la boue. Peut-être avant de laisser la parole au public, j'ai une dernière question. Comme on s'approche de la fin de la séance, peut-être si on pourrait parler un peu de la transition du vampire de l'époque victorienne à l'époque moderne. Et j'aurais voulu avoir votre avis peut-être à tous les trois, ou je ne sais pas si vous avez lu en fait la série de livres La lignée de Guillermo del Toro et Chuck Hogan, qui transpose finalement le vampire de l'époque victorienne. On commence avec ce postulat de base qu'il y a un grand vampire arrive d'Europe de l'Est avec sa cape noire, et il débarque à l'aéroport JFK en avion. Il est confronté par ce vieux professeur juif Abraham Setrakian qui le chasse depuis 60 ans. Et de là, on passe de quelque chose qui est très standard, c'est-à-dire on retrouve la situation de Dracula venu d'Europe de l'Est face à Van Helsing. Mais de là, Del Toro et Hogan vont moderniser le vampire dans le sens où ils vont jouer avec les peurs modernes, c'est-à-dire l'avion de New York, la contamination biologique. Et ils vont faire du vampire quelque chose d'asexué qui se propage finalement comme un virus. Alors je ne sais pas si vous aviez quelque chose peut-être à dire sur ce nouveau type de vampire. Comme on disait tout à l'heure, le vampire, c'est la métaphorisation des peurs collectives. Enfin, je crois que c'est une de ses fonctions vraiment essentielles.
Le monde évolue et le vampire évolue avec lui. Donc, et c'est vrai que si le vampire dans The Strain n'est plus un gothic villain comme dans la littérature gothique, le vampire de toute façon est protéiforme et son look aujourd'hui c'est finalement le reflet de notre époque à nous, même si on retrouve toujours des problématiques communes. Mais c'est pas nouveau cette modernisation du vampire. Je pense que si Adrien Parti était là, il pourrait nous faire une illustration parfaite dans les moindres détails de comment le vampire s'est modernisé, etc. Je crois que pour lui, il y a un tournant au niveau de la Seconde Guerre mondiale dans la manière dont on aborde le vampire dans la fiction. Par exemple, si vous prenez Je suis une légende, c'est dans les années 50, je crois, c'est en 53. C'est un roman qui, je crois, marque vraiment une rupture par rapport au vampire gothique. C'est vrai que on peut dire que c'est le premier roman vraiment moderne de vampire. Et qu'à partir de là, toute une série a été déclinée, que ce soit en littérature et même au cinéma, parce qu'après, je pense que au cinéma, c'est dans les années 80 que la rupture s'est vraiment sentie, avec les Prédateurs, avec Génération perdue, avec ce type de film. Et c'est vrai qu'on a basculé dans autre chose, dans une autre façon de parler de vampire, et une façon moderne. C'est-à-dire que le vampire, maintenant, c'est plus l'ennemi, c'est plus l'autre, c'est nous. Il nous ressemble, il a les mêmes problèmes que nous, il aime ce qu'on refusait aux vampires pendant longtemps, parce qu'on donnait l'image du vampire comme d'un être sans loi, qui n'éprouvait absolument aucune pitié, aucun sentiment humain. Et maintenant, ça s'est renversé. Le vampire aime, il souffre, il est malheureux, il est comme nous. I'd actually argue that the first modern vampire novel is Dracula, because it doesn't have a gothic setting. It's not set in the past, and it's full of railway timetables and dictaphones and all this kind of modern tech. It's a kind of techno-thriller approach to gothic horror. So it's almost like that, and I feel that so much horror, it starts with Dracula rather than it being an epitome of something that we moved on from. In many ways, The Strain simply replicates what Stoker did. It just makes it a plane instead of a boat. But it's the same, the same story. It's even the same underlying metaphors, the fear of disease. Because this panel's about Victorian family, there's something odd. Although Nosferatu, the first version of Dracula, is set back in time, it's set earlier than the novel. Until that film there, 1958, all Dracula movies have contemporary settings. The Bram Stoker, the Bela Lugosi movie, Carl Dreyer's Vampire, although it's set in some weird place, it's still now. Dracula's Daughter is set in very contemporary London at the time. It's not until the Hammer films in the 50s that the linkage is made between vampires and the period of Dracula. Similarly, apart from one or two tiny outliers, it's not until the Hammer film version of Hound of the Baskervilles that Sherlock Holmes becomes a Victorian character. Almost all previous Sherlock Holmes movies take place in whatever the contemporary time of the filmmakers is. So I don't know what the cutoff point is after publication when a story becomes wedded to the time in which it was set, as opposed to something where, I don't know, if you were making a version of The Maltese Falcon now, would you set it in a contemporary period or would you go back and set it in 1930? Either way would be valid, but I don't know if we're far enough from Dashiell Hammett to associate him so completely with the times he was writing. When they did a recent TV version of Hannibal, they didn't set it in the early 1980s. And so they had to kind of scramble around the fact that DNA profiling has completely changed how that particular type of crime fighting works. Donc je pense que si on dit ça, on peut dire que le premier vampire moderne, c'est Dracula. Tout simplement parce que c'est le premier roman de vampire qui ne se passe pas dans le passé, mais qui se situe dans sa propre époque.
Et si on prend les éléments de Dracula, on a un espèce de techno-thriller avec beaucoup d'horaires de train, de jeux de technologie, de dictaphone. Et en fait, pour moi, c'est pas l'épitomée du roman de vampire victorien, c'est plutôt le début de l'ère moderne. Et en fait, The Strain, donc la lignée, réplique ça avec nos thèmes modernes à nous. Et donc on va changer, les trains deviennent des avions, etc. Et on a les mêmes métaphores, au final on a les mêmes métaphores sur la peur de la contamination, la maladie. Et donc c'est un petit peu bizarre. Mais en fait, jusqu'en 58, jusqu'au film de la Hammer, les films de vampires n'étaient pas nécessairement liés à l'époque victorienne. Et en fait, ce sont les films de la Hammer qui ont commencé à lier les vampires et l'époque victorienne. Par exemple, les films de Sherlock Holmes, tous les films adaptés de Sherlock Holmes, jusqu'à très tard, ont été adaptés dans leur époque, dans leur contemporanité. Du coup, je ne sais pas à quel moment on s'arrête, mais en tout cas, si on doit faire une version vieille ou récente, on va dire contemporaine d'une même œuvre, elle sera valide de toute façon. Donc par exemple, la série télé Hannibal n'a pas été replongée dans les années 90, dans le début des années 90, elle a été plongée dans l'époque d'aujourd'hui, et du coup, le crime ne se combat pas de la même manière. On a du profil ADN, on a de la nouvelle technologie qui nous permet de combattre le crime. Ça ne se passe pas du tout pareil. Donc, merci à tous, aussi bien au public qu'à nos intervenants. Et on remercie aussi Mathieu Rivero pour la traduction. N'oublions pas Mathieu Rivero. Donc, on vous souhaite une excellente fin de salon et on vous remercie tous d'être venus et d'avoir discuté avec nous. Merci beaucoup.